Monsieur le greffier, je vous prie d'appeler l'affaire. Hello, good morning, Judge Niambe. Bonjour, Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Et est-ce que vous pouvez nous voir? La Présidente, je peux vous voir et je peux vous entendre également. Je crois que nous sommes prêts à commencer. Si tout va bien pour vous, Madame la Présidente. La Présidente, oui, tout va bien ici. Je le confirme très bien, le greffier d'audience. Nous allons commencer l'enregistrement et nous allons commencer notre journée. Merci. All rise, we will away. The International Tribunal is now in session. L'audience au mécanisme international appelé à exercer la fonction résiduelle de tribunal pénal et ouvert. Please be seated. Thank you, Regis. La Présidente, merci Monsieur le greffier. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer, je voudrais annoncer l'ordre du jour révisé s'agissant des pauses pour aujourd'hui. Compte tenu du changement dans le protocole de nettoyage, la pause serait réduite à 40 jours aujourd'hui plutôt que de faire une pause d'1 heure comme nous l'avons fait hier. Deuxièmement, je crois que je dois m'excuser au co-conseil de l'équipe de défense de Mladic. Hier, par mégarde, je l'ai appelé Maître Lukic, qui est le conseil principal, mais qui n'est pas présent. Je voudrais mentionner pour le compte rendu d'audience que le co-conseil de M. Mladic, M. Ivetic, est le conseil qui représente la plan aujourd'hui. Cela dit, comme mentionné hier, seules les personnes prenant la parole peuvent avoir leur micro allumé. Pour toutes les autres personnes, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros jusqu'à ce que l'on vous invite à prendre la parole. Merci de votre coopération. Nous pouvons maintenant commencer. Monsieur Mladic, est-ce que vous pouvez suivre la procédure dans une langue que vous comprenez? Oui, dit Monsieur Mladic, je peux, Madame la Présidente. La Présidente, pour le compte rendu d'audience, je voudrais demander aux parties de bien vouloir se présenter en commençant par l'accusation. Bonjour Madame la Présidente, je suis Laurel Big, accompagnée de Barbara Big pour l'accusation. Nous avons notre commise à l'affaire, Madame Janet Stewart, et aujourd'hui, nous aurons également avec vous notre collègue Catherine Marston, Maria Yakusheva et Marisa Bassett. La Présidente, merci beaucoup.
et je demanderai à la défense de bien vouloir se présenter. L'accusation, excusez-moi, c'est Marie Deboise qui viendra se joindre à nous aujourd'hui. Je dois corriger ceci pour le compte-rendu d'audience. Marie Davoise. Pour la défense, dit le juge Niambé. Bonjour Madame la Présidente, au nom de Monsieur Mladic au Conseil, Monsieur Maître Ivetic, donc je m'appelle Dragan Ivetic. Je suis accompagnée de Peta Louise Bagot, notre consultante juridique, et il n'est pas nécessaire de vous excuser pour ce qui est de m'avoir appelé Maître Lukic. Madame la Présidente, merci beaucoup. Nous allons maintenant continuer l'appel. Alors, je demanderai au Conseil, au procureur de commencer, au Conseil de l'accusation. Vous avez la parole. L'accusation, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges. Je voudrais maintenant aborder le moyen d'appel numéro 5 concernant Srebrenica. Mladic. En juillet 1995, Mladic a utilisé les forces des Serbes de Bosnie placées sous son commandement pour exécuter des milliers d'hommes musulmans de Bosnie, men et garçons, et de déplacer par la force des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées de Srebrenica, d'hommes âgés de Srebrenica. Il a fait ceci en tant que membre d'une entreprise criminelle commune qui comprenait Radovan Karadzic et plusieurs subordonnés de Mladic. Leur objectif était d'éliminer les musulmans de Bosnie de Srebrenica. L'entreprise criminelle commune au départ incluait la commission de crimes de persécution et de transfert forcé. Et tôt le matin, le 12 juillet 1995, on parle de génocide, d'extermination et de meurtre. Et ceci faisait partie des moyens pour atteindre cet objectif. Paragraphe 5096. Aucun des arguments de défi ne montrent d'erreur dans la conclusion solide de la Chambre. Je vais commencer mon exposé en vous donnant un survol, un aperçu très bref du rôle qu'a joué Srebrenica à Srebrenica. Et par la suite, je vais vous parler de l'opération de déplacement forcé et de meurtre. En commençant maintenant par l'aperçu. Mesdames, Messieurs les juges de la Chambre a conclu de manière convaincante que Mladic a joué un rôle essentiel quant à la commission des crimes à Srebrenica. Il a exercé le commandement et la contrôle des actions coordonnées de la VRS et des forces de la police qui lui étaient subordonnées. Il a personnellement vu la mise en œuvre de cette opération critique. Et tout comme la prise de pouvoir qui a eu lieu dans d'autres municipalités, la Chambre a trouvé que l'objectif de l'attaque lancée contre Srebrenica était de faire en sorte que l'enclave disparaisse, de la vider, de faire en sorte qu'elle devienne territoire serbe. Paragraphe 4975. Le 11 juillet 1995, après que ses forces aient pris le contrôle de la zone, Mladic a mené une marche victorieuse dans la ville, la déclarant Srebrenica serbe. Après que les combats aient été terminés, il a annoncé les crimes qui allaient venir. Il avait annoncé que maintenant, je cite, « le moment est venu de se venger contre les Turcs ». Fin de citation. Les forces de Mladic ont directement attaqué les civils musulmans de Bosnie. Ils ont bombardé les mosquées, lancé des grenades dans des demeures. Ils ont ordonné aux civils de quitter, les ont menacés et les ont forcés à partir. 15 000 musulmans de Bosnie, la plus
composés principalement d'hommes, ont fui par la forêt dans une tentative de rejoindre le territoire tenu par les musulmans, ce qui est connu comme étant la colonne. La population, les autres, ont cherché refuge dans une enceinte de l'ONU tout près de Potocari. Vers la fin de cette journée, du 11 juillet, plusieurs milliers de musulmans de Bosnie, principalement des femmes, des enfants, des personnes âgées et des hommes blessés étaient déjà rassemblés à l'intérieur de l'enceinte de l'ONU. Et le lendemain, la population déplacée était au nombre de 25 à 30 000. Jugement, page 2453. Ils ont passé 1 ou 2 nuits dans des conditions épouvantables. Les forces serbes ont continué de bombarder et d'incendier la région. Ils ont tué, maltraité, violé et intimidé les réfugiés. La situation était tellement désespérée que certaines personnes avaient même s'étaient suicidées. Le 12 juillet, Mladic a supervisé alors que ses forces ont placé des femmes, des enfants et des personnes âgées à bord des autocars pour les transporter vers le territoire musulman de Bosnie, et certaines personnes étaient même forcées, contraintes de monter à bord. Et c'était Mladic qui a bel et bien ordonné la mobilisation de ces autocars. C'est lui qui a donné l'ordre que la route soit ouverte pour le transfert, et c'est lui qui a ultimement donné l'ordre du transport des musulmans de Bosnie à l'extérieur de Potocari. Et dans le cadre de ces 2 jours, les hommes de Mladic ont transféré par la force environ 25 000 civils musulmans de Bosnie vers le territoire tenu par les musulmans de Bosnie. Et alors que la population civile était placés à bord des autocars, les hommes, y compris de jeunes garçons âgés de 12 ans, étaient séparés de leurs familles, terrifiées, et ce, dans la présence de Mladic et exécutés par des soldats placés sous son commandement, paragraphe 5052. Les effectifs de Mladic ont rassemblé environ 1000 hommes et garçons musulmans, et ils les ont rassemblés dans un bâtiment tout près de Potocari qui s'appelait la Maison Blanche. Ils ont confisqué leurs documents d'identité et leurs effets personnels, et plus tard, ils ont incendié ces documents. Selon les ordres de Mladic, les unités placées sous son commandement se sont concentrées à bloquer les hommes qui partaient dans cette colonne pour rejoindre le territoire de la BIH. Ils ont tiré sur ces derniers avec des chars, ils les ont tirés sur eux avec des fusils anti-aériens, ils leur ont dit de se rendre, ils leur ont promis qu'ils ne seraient pas blessés. Certaines personnes s'étaient rendues et d'autres personnes étaient capturées. Les forces de Mladic ont détenu les hommes musulmans de Bosnie par milliers dans un stade de football, dans un pré et le long de la route principale également. Et lorsque Mladic se déplaçait dans la région le 13 juillet, il a parlé à des milliers d'hommes musulmans de Bosnie qui étaient détenus par ces soldats. Il leur a offert des assurances, de fausses assurances, sachant très bien que le plan était de les tuer. Et en donnant des ordres qui était fait pour faire avancer ce plan. Il nous a ordonné à ses subordonnés d'arrêter d'enregistrer les noms des prisonniers qui étaient placés en détention, et il a ordonné qu'ils soient placés à bord des autocars où ils seraient tués. Au cours des prochains jours, les forces de Mladic ont détenu les prisonniers musulmans de Bosnie, de Potocari et de la colonne. Ils les ont placés à bord d'autocars et ils les ont rassemblés dans des entrepôts, dans des écoles, et ils étaient placés dans des conditions inhumaines. La plupart d'entre eux étaient très gravement maltraités, paragraphe de 1946 à 2961. Et entre-temps, déjà, à partir du 12 juillet, les meurtres ont commencé.
Tout d'abord, il n'y avait que quelques meurtres et ensuite, il s'agissait de meurtres commis à une échelle de masse, une échelle que l'on n'avait pas vue sur le territoire européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un très grand nombre de détenus avaient été tués sur le champ et 1000 personnes avaient été tuées là où ils étaient détenus dans l'entrepôt de Kravitsa dans la nuit du 13 juillet. D'autres étaient systématiquement déplacés dans des zones très éloignées, sur des prés, dans une ferme militaire et autres. Et c'est là ils ont été exécutés par on parle de quelques personnes, on parle de douzaines, on parle de centaines et de milliers de personnes exécutées, soit par des tirs, soit par des grenades, sans tenir compte de leur statut civil ou militaire, seulement basé sur leur identité comme étant des musulmans de Bosnie. Leur corps tombait dans des fosses et ils étaient parfois déplacés dans des fosses communes. Des engins de terrassement étaient là pour cacher les restes. Plus tard, lorsqu'ils ont été retrouvés, on a vu que certains avaient des bandeaux sur les yeux, certains avaient des mains liées et un très grand nombre de personnes étaient encore manquantes. Mladic avait joué un rôle clé pour la réussite de cette opération. Non seulement qu'il était présent en donnant des ordres, en supervisant et en dirigeant, mais il a également joué un rôle critique de haut niveau pour faire en sorte que la communauté internationale ne puisse arrêter ces massacres. Mladic a ordonné à la presse, aux médias d'être exclus de cette zone, non pas pour cacher les activités militaires, mais pour cacher les meurtres. Et il a menti aux médias internationaux, y compris en vendant des extraits vidéo faux où il distribuait de la nourriture à Potocari. Et il s'agit de compte rendu cela figure au compte rendu d'audience également. Il a menti aux autorités internationales, il a menti aux représentants officiels, il n'a pas enquêté, il n'a pas puni ses subordonnés. Et plus tard, en septembre et octobre 1995, lorsque la communauté internationale a identifié certaines fausses communes, Mladic a essayé de couvrir le génocide en utilisant ses forces pour faire sortir les corps avec des machines lourdes pour les transporter ailleurs en faisant en sorte que des parties du corps des victimes soient complètement mélangées dans une tentative horrible de cacher le reste. Mladic était chargé de l'opération de Srebrenica. Srebrenica était l'opération de Mladic et la Chambre avait raison de conclure qu'il avait une responsabilité pénale pour ces crimes. Now about the persecutory forcible transfer operation. Permettez-moi d'aborder maintenant les arguments de Mladic pour ce qui est du transfert forcé. Il affirme qu'il s'agissait d'une évacuation humanitaire et non pas du déplacement de la population criminelle. Ce même argument a été pris en compte par la Chambre, a été rejeté par la Chambre de première instance. Je veux maintenant mettre en exergue 3 raisons pour lesquelles le point de vue de Mladic concernant cela n'est pas raisonnable. D'abord, il donc ne prend pas en compte le fait que le déplacement forcé de la population musulmane de Srebrenica faisait partie d'un plan de long terme des responsables des Serbes de Bosnie pour faire partir des musulmans de Bosnie, de la Bosnie orientale. Deuxièmement, il ne prend pas en compte non plus que ce déplacement était violent et coercitif. Troisièmement, il ne tient pas compte non plus du fait que par ce déplacement, les dispositions du loi internationale régissant les évacuations humanitaires ont été violées.
Commençons par le plan de long terme. Comme c'était le cas par la prise de beaucoup d'autres municipalités dans le cadre de l'entreprise criminelle commune principale qui a commencé au début de l'année 1992, la prise de Srebrenica a été faite avec l'intention de faire partir en permanence la population des musulmans de Bosnie qui vivaient là-bas. La Chambre de première instance donc, a conclu de façon raisonnable que le but de ce plan était de faire vider l'enclave en l'attaquant et de la faire disparaître pour que cela devienne le territoire serbe. C'est paragraphe 49-75. Et Mladic a dit cela de façon explicite dans la directive numéro 4 rendue en novembre 1992. Pour vous rappeler, les directives donc, ont été des instruments de direction au niveau le plus élevé de la politique et de l'aspect militaire pour mener la guerre. Dans la directive 4, Mladic énonce l'objectif qui était d'éliminer la population musulmane de Bosnie de l'enclave de Srebrenica. Et outre de briser les forces ennemies, les forces armées ennemies, Mladic a également visé de faire partir l'armée ennemie par la force de l'enclave ensemble, je cite, avec la population musulmane. Donc son intention était de faire essuyer à l'ennemi des pertes telles que les forces n'avaient d'autre choix que de partir de la zone avec la population musulmane. Et c'était l'objectif criminel. En 1993, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a établi une zone protégée à Srebrenica, il a condamné les actions délibérées des Serbes de Bosnie visant de préparer et d'organiser l'évacuation de force de la population civile de Srebrenica, en faisant partie de leur campagne odieuse de la purification ethnique. C'était la purification ethnique par le déplacement forcé. Et c'est justement la raison pour laquelle les casques bleus des Nations Unies ont été envoyés dans cette zone pour empêcher cela. Avant le printemps 1995, les soldats de Mladic avaient déjà déplacé par la force plusieurs milliers, dizaines de milliers d'autres personnes d'autres municipalités. Srebrenica était la seule des municipalités qui était entre Mladic et l'objectif d'autres membres de l'entreprise criminelle commune pour parvenir à la formation d'un État serbe ethniquement pur qui englobait la Bosnie orientale. Le plan pour accomplir cet objectif crucial est énoncé dans la directive numéro 7 du mois de mars 1995. La directive a été donc écrite dans l'état-major principal de Mladic et signée par Karadzic. Et selon ce plan, il fallait créer une situation invivable d'une insécurité totale sans donner aucun espoir à la population de survie ou de vie à Srebrenica. Fin de citation, ce qui donc pousserait la population musulmane de quitter la zone. C'est le paragraphe 2383 du jugement. En suivant ce plan, Mladic a ensuite réduit l'aide humanitaire destinée à la population en paralysant et la population et le bataillon néerlandais des Nations Unies qui protégeait l'enclave. Hier, Mladic a dit, comme il l'a dit durant le procès, que la directive 7/1 qu'il a signée a été remplacée par la directive 7. La Chambre de première instance a pris en compte cet argument et a rejeté cet argument dans la lumière de témoignages de témoins qui disaient le contraire, et en particulier dans la lumière d'éléments de preuve montrant que d'autres ordres ultérieurs, y compris les ordres émanant de Mladic, faisaient référence à ces deux directives. La Chambre de première instance a conclu que la directive 7/1 n'a pas donc changé ou modifié
la teneur de la directive 7, mais l'a tout simplement transformée en tâches militaires opérationnelles, paragraphes 23, 85 et 86 du jugement de la Chambre de première instance. Là, des exemples d'ordre militaire où il est fait référence à ces deux directives 7 et 7/1 et l'ordre concernant Krivaya 95, dont mon estimé confrère a parlé hier. Il s'agit de l'ordre pour attaquer l'enclave de Srebrenica. Mladic affirme que l'accusation a admis qu'il s'agissait d'un ordre militaire admissible. Encore une fois, il a interprété de façon erronée la position de l'accusation sur ce point. Du début de la présentation des preuves de l'accusation a parlé du fait que dans cet ordre, il y avait un objectif militaire légitime et un objectif militaire criminel. Donc, selon l'objectif légitime, l'objectif était de prévenir l'armée BIH d'attaquer et de couper deux enclaves. Mais dans cet ordre, il y a également la tâche visant à créer les conditions pour éliminer des enclaves. Au vu de cet ordre, Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune qui étaient impliqués dans ces attaques avaient l'intention d'accomplir cet objectif en commettant des crimes pour faire partir la population musulmane. Et c'est pour cela que la Chambre de première instance a conclu que l'objectif de l'attaque était de faire disparaître l'enclave. Ensuite, au début du mois de juillet 1995, les forces de Mladic ont attaqué et Mladic donc était victorieux pour ce qui est de cette ville. Ensuite, il a fait donc déplacer et tuer tous les musulmans de Bosnie qui vivaient là-bas. Ici, je veux donc passer à un autre point, deuxième point concernant cela, puisque les arguments de Mladic ne prennent pas en compte le fait que cette opération de déplacement était une opération violente et coercitive. Il n'y avait pas d'aspect humanitaire, aucun aspect humanitaire dans cette opération. Au contraire, il s'agissait d'une pure barbarie. Mladic dit qu'il a donné à des civils un choix, mais il ne prend pas en compte de façon consciente toutes les conclusions de la Chambre concernant la force qui a été utilisée pour procéder au nettoyage ethnique des musulmans de Bosnie dans ce territoire. La peur a été créée par des années du nettoyage ethnique. La force qui a été utilisée a créé des conditions de coercition terrifiantes. La violence a été utilisée pour séparer des hommes et des garçons de leur famille qui avaient peur. Des personnes ont été forcées à monter dans des autocars et finalement, Mladic ne prend pas en compte ce qui s'est passé concernant ces hommes qui ont été séparés ou capturés. Presque tous ont été tués, seulement quelques-uns ont réussi à survivre. Ils ont été donc exposés à ce que la Chambre a appelé des abus avant d'être exécutés. Donc il n'y a aucune explanation humanitaire qui concorderait avec le fait que des milliers de musulmans de Bosnie ont été exécutés. La Chambre de première instance a conclu à juste titre que les circonstances étaient à tel point coercitives qu'il n'y avait pas de véritable choix de décider de rester ou de partir. Maintenant, je vais parler des conditions légales. Mladic ne prend pas en compte non plus le fait que le déplacement forcé n'a rempli aucun des critères requis pour le déplacement légal selon le droit international, comme c'est par exemple annoncé à l'article 49 de la 4e Convention de Genève ou à l'article 17 des protocoles du protocole additionnel numéro 2. En fait, il n'y avait aucune raison militaire impérieuse pour ce déplacement. C'est la première chose. La deuxième chose, ce déplacement n'a pas été fait pour assurer la sécurité de ceux qui ont été déplacés. Les hostilités avaient déjà été finies avant que les personnes ne soient montées dans les autocars. Le seul risque qui restait était le risque posé par les forces de Mladic.
Et la loi ne permet pas à Mladic d'utiliser ces conditions de coercition qu'il avait lui-même créées pour justifier le déplacement forcé de la population. Et ici, je fais référence, au titre d'exemple, à l'arrêt dans l'affaire Perlich, paragraphe 495. Troisièmement, ce déplacement n'était pas conçu pour être provisoire. Le greffier d'audience, Madame Beig, je vous prie de vous arrêter ici puisqu'on a perdu la connexion avec Madame la Présidente. Merci. Le greffier d'audience, Madame la Présidente, est-ce que vous nous entendez? Madame la Présidente, oui, je peux vous entendre. Le greffier d'audience, merci. Alors, nous pouvons poursuivre. Madame Beig. Madame la Présidente, devrais-je poursuivre où je me suis arrêtée au moment où j'étais informée qu'il n'y avait plus de connexion? La juge Niambé, oui. Madame Beig. Donc, troisièmement, ce déplacement n'était pas conçu pour être provisoire. La VRS donc, a incendié des hommes, des musulmans de Bosnie, ainsi que des lieux de culte. Et le peuple n'avait où retourner. Et l'analyse selon laquelle les Nations Unies étaient impliquées à ce déplacement ne tient pas debout, puisque l'affirmation de Mladic qu'il y avait cette, je cite, coordination en coopération et que la Chambre n'a pas accordé le poids suffisant à cela n'est pas pertinent. L'implication des participants humanitaires ne fait pas ce déplacement légal. Et je fais référence au paragraphe 286 de l'arrêt dans l'affaire Stakic. Cela ne met pas en cause non plus les conclusions solides de la Chambre concernant l'intention de Mladic. Mladic a rencontré les fonctionnaires des Nations Unies pour parler du déplacement de la population civile. En fait, il les a rencontrés à 3 reprises à l'hôtel Fontana. Mais il faut tenir compte du fait qu'à ce moment-là, les forces de Mladic attaquaient les casques bleus des Nations Unies ainsi que leur base. Les forces de Mladic lançaient des ultimatums aux Nations Unies pour rendre des armes. Et les forces de Mladic détenaient les membres du bataillon néerlandais. Mladic menaçait de les tuer si les frappes aériennes de l'OTAN continuaient. La Chambre était très bien au courant de ce contexte de menace lorsqu'elle s'est penchée sur les déclarations de Mladic. Donc, il ne s'agissait pas des propos ou du langage militaire non offensif, comme dit Mladic. Et de la même façon, il n'est pas important de voir si la Chambre de première instance s'est reposée sur le témoignage de Koster ou sur sa rencontre avec Mladic ou sur la vidéo de cette rencontre qu'on a vue hier. Cette différence dans le langage utilisé n'est pas essentielle. Et finalement, après avoir permis aux Nations Unies d'escorter un convoi, les hommes de Mladic ont volé des
s'occupent du bataillon néerlandais, leurs armes et leur équipement. Et pour les Nations Unies, il n'était plus possible d'escorter des convois. Paragraphe 25-57 du jugement. Également, les Nations Unies ne sont pas mis d'accord pour dire que le transfert était légal. Lorsque le commandant adjoint du bataillon néerlandais Frankel le 17 juillet, on a demandé de signer la déclaration préparée disant qu'il s'agissait de la présumée évacuation qui était en conformité avec le droit international. Il a ajouté que les Nations Unies n'étaient en mesure d'observer que le premier convoi. Et dans telles circonstances qui sont très importantes, les Nations Unies ont toujours essayé d'assurer la sécurité d'un petit nombre de musulmans de Bosnie blessés. Et il n'est pas important non plus le fait que les représentants des musulmans de Bosnie étaient impliqués dans les discussions. Et pour ce qui est des représentants, la loi est claire. Lorsqu'ils sont élus de façon démocratique, même dans ce cas-là, il ne peut pas donc décider du transfert forcé, puisque ces soi-disant représentants qui étaient impliqués dans cela ne représentaient en vérité personne. La Chambre a conclu qu'ils étaient désignés non pas par les populations musulmanes, mais par le côté serbe, 2466. Et bien que ne soient pas des vrais représentants, Mladic les a donc avertis que le destin de leur peuple est entre leurs mains. Et il a dit, je cite, « Les musulmans peuvent soit disparaître, soit survivre ». Le paragraphe 24-77 du jugement. En tout cas, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, le fait que certains individus auraient voulu partir ne peut pas rendre ce déplacement comme une évacuation légale. Les circonstances montrent que la situation était à tel point coercitive que personne n'était en mesure d'exprimer son vrai choix. La déclaration de Mladic qui a été filmée, dans laquelle il dit que la population déplacée avait un choix, est contraire à toutes les circonstances entourant cet événement. Et pour ce qui est des éléments de preuve interceptés, où Mladic n'était pas conscient qu'il était filmé, sont la meilleure preuve de sa vraie intention. Dans ces conversations privées, Mladic était tout à fait clair. Dans une conversation interceptée, il a dit que tous les musulmans de Bosnie devaient partir, y compris ceux qui ne voulaient pas partir. C'est au paragraphe 50-04 et 51-28 du jugement. Les victimes n'ont jamais eu un vrai choix, un choix véritable. La seule conclusion raisonnable sur la base de la totalité d'éléments de preuve est que les musulmans de Bosnie de Srebrenica ont été déplacés par la force. C'était le transfert forcé criminel et non pas une évacuation légale pour des raisons humanitaires. Et Mladic n'a démontré aucune erreur concernant cette conclusion. To Mladic's arguments about Maintenant, je vais parler des arguments de Mladic concernant l'opération de meurtre. Mladic essaie de se distancier des meurtres de façon différente. Aujourd'hui, je vais parler de 4 de ces façons. Premièrement, la réunion concernant l'entreprise criminelle commune. Deuxièmement, son soi-disant alibi. Troisièmement, le témoignage de Nikolic. Et cinquièmement, statut des victimes. Madame la Présidente, avant de poursuivre, je voudrais vérifier un point, parce que j'aurais besoin de plus de 4 minutes pour dire ce que je veux dire. Est-ce que vous voulez que je m'arrête là pour faire la pause ou que je poursuive? La juge Niambe, si cela vous convient, nous pouvons maintenant faire la pause et poursuivre après la pause de 40 minutes. Madame Beg, merci. Madame la Présidente, la juge Niambe, nous allons faire la pause maintenant.
mute. So we stopped at 10:20.